No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas, lejos de tus sueños. Alors, bonjour Constance. Bonjour Gilles. Merci de nous accueillir dans cet endroit incroyable. Merci d'avoir accepté l'échange sur Flamme. Alors Flamme, ce sont des femmes qui nous inspirent et dont on trouve que le parcours vaut la peine d'être partagé, donc tu fais partie de celle-ci. Merci. Et ô combien, je dirais, et on est très, très fiers à la fois et puis très heureux de passer ce moment avec toi. Et puis peut-être la première question, elle est un peu amusée sur ton parcours académique. Puisque tu as fait l'ESSEC, tu as fait Sciences Po, tu as fait l'École nationale supérieure de création industrielle, une sorte d'étudiante professionnelle, puis finalement tu es allé au Japon, et puis on se retrouve ici dans le 18e, dans un atelier où on a vu tout à l'heure pas mal de monde, de designers, de matériaux, il y a des imprimantes 3D qui sont par là, et donc la question c'est, mais comment en es-tu arrivé là, quoi ? Qu'est-ce qui t'a guidé pour que finalement, après ce parcours académique remarquable, finalement, tu t'orientes vers la fabrication de signes, d'objets qui relèvent de notre quotidien, de l'embellissement de notre quotidien. Donc il y a sans doute une flamme ou des flammes qui t'ont guidé, et tu vas peut-être nous en parler. En fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé bricoler. C'était vraiment dans mon ADN, j'ai toujours fait ça. Mon grand-père, qui était inventeur, m'a offert un établi quand j'avais 8 ans. Et après, j'ai eu une scie à chantourner quand j'en avais 10 ou 11. Donc c'était assez naturel. Lui, il s'était lancé, il inventait des machines agricoles. Mais avant, il avait travaillé dans la scierie de ses parents, il était autodidacte. Il a fait énormément de choses, il faisait aussi du sport, il avait le club de cinéma de la ville de Cambrai. Enfin, il a fait énormément de choses pour sa ville et il était très actif et un peu touche à tout. Et je m'entendais très bien avec lui, d'une part, et d'autre part, j'ai toujours bricolé en fait. Il y a des enfants à qui on file un bout de gomme, machin, on m'appelait Madame Tipex, donc j'étais toujours en train de faire des petits trucs avec ma colle, mon machin. Et même quand j'étais en pension, je le faisais beaucoup, j'avais toujours des petites... j'écoutais pas complètement tous les cours et du coup j'étais toujours en train de fabriquer des petites choses. Et à un moment, je me suis dit, je voudrais faire un métier qui soit à la fois créatif et surtout manuel et intellectuel. C'était ça que j'essayais de trouver parce que j'aimais bien apprendre, j'aimais bien comprendre et j'aimais bien fabriquer. Et donc je me suis dit, allez, je voudrais être chirurgien. Et donc longtemps, j'ai caressé l'idée d'être chirurgienne précisément. Et à cette époque-là, peut-être mes parents ont dit, mais attends, c'est des études super longues, t'es sûre? Et puis c'est vrai que c'est pas du tout mon milieu en fait, de référence. Et du coup je me suis dit peut-être qu'ils ont raison, et puis j'ai voulu être ébéniste évidemment comme tout le monde, comme tous les gens qui aiment bien faire ça, et je me suis dit donc bon, je vais d'abord faire une école de commerce, je vais faire une prépa parce que je suis sortie assez jeune du bac, j'avais 16 ans et demi donc j'avais le temps un peu d'explorer. Et j'ai aimé apprendre, donc quand j'étais en prépa j'ai évidemment beaucoup appris, j'ai appris à travailler aussi. Et j'ai aimé apprendre quand j'étais à l'ESSEC. À l'ESSEC, je faisais les décors de soirée, je faisais les décors de soirée de sport, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'étais inscrite pour faire l'entrepreneuriat. Et en fait, je fabriquais des décors dans mon projet d'entrepreneuriat. Donc tout était un peu là-dedans, mais sans la partie complètement création. Je le faisais, mais à côté. Et puis à un moment donné, quand j'ai commencé vraiment à travailler, c'est-à-dire quand j'ai été prise dans un bureau, assise sur un siège, avec des choses à faire sur un ordinateur, j'ai senti l'impossibilité physique de continuer. Et je me suis dit, en fait, ce que je veux faire, c'est vraiment la création. Avant, je le faisais, mais j'avais une forme de liberté, je pouvais apprendre et créer. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, d'où l'ENSI. Alors, à ce moment-là, je me suis même demandé si je voulais être artiste ou designer. Parce que j'avais une appétence artistique assez forte. Et ce qui m'a poussée à choisir plutôt le design, c'est la technique. Parce que j'aime la technique en fait, j'aime résoudre des problèmes, j'ai un esprit plutôt mathématique, c'était plutôt mes matières fortes, en gros j'aime bien quand il y a un problème, j'aime bien trouver la solution. Bon, c'est un peu mon métier du coup aujourd'hui, ça tombe bien. Et du coup je me suis dit mais j'aime bien fabriquer, donc le design plutôt m'intéresse. Et donc là je savais rien, donc je suis allée voir les écoles, on m'a dit il y a cette école qui s'appelle l'ENSI. Qui venait d'ouvrir en plus Non, c'est 81 l'ENSI. Oui, d'accord. Et j'ai peur de penser que
J'ai fait l'ANSI plutôt un peu plus tard, plutôt en 2003. Ah oui, d'accord, Voilà. Ouais, c'est très différent. Oui. Non, c'est vraiment... En revanche, ils avaient la capacité d'accueillir des profils différents, ce que n'ont pas les autres écoles. Et moi, je pense que j'aurais été incapable de faire une autre école parce que j'avais pas toutes les choses académiques. Alors, je savais à peu près dessiner, enfin, j'étais manuelle, voilà. Mais l'ANSI, du coup, m'a effectivement accueillie avec, en parcours un peu de deuxième cycle, comme ils disent, sur un parcours un peu plus court. C'est ça. Et j'ai fait ça. Okay. Voilà. Et ensuite, tu es partie au Japon. Alors, j'étais partie au Japon. En fait, c'était même un tout petit peu différent. En fait, quand je suis rentrée à l'ESSEC, j'ai reçu, l'été de mon inscription, j'ai reçu un formulaire. On pouvait choisir d'apprendre le japonais ou pas. Donc, j'ai coché la case apprendre le japonais, en toute curiosité basique. Hein. Et il y avait la promesse d'un stage. Donc, j'ai fait un premier stage. Et j'ai fait un deuxième stage, en fait, entre l'ESSEC et Sciences Po. C'est à ce moment-là que je suis partie au Japon. Okay. Et quand j'étais à l'ESSEC, j'ai aussi vécu en Inde. Donc je pense que le mélange Inde-Japon a créé chez moi une espèce je dirais, de liberté de couleur et en même temps d'intérêt pour la forme, qui existait déjà, mais qui, je pense, a été approfondi à ce moment-là, visuellement en tout cas. Et donc après, j'ai fait Sciences Po, après j'ai travaillé et après j'ai fait l'ANSI. C'est dans ce sens-là un peu que ça s'est passé. D'accord. Mais alors, il me semble qu'il y a aussi des lectures qui t'ont inspiré quand tu étais enfant. Oui, c'est vrai que je suis une grosse lectrice. En fait, je suis très passionnée. En fait, donc quand je commence un truc, en général, je vais jusqu'au bout de tout ce qui peut être écrit. Donc j'ai commencé par des séries. Je suis une sérielle lectrice, on va dire. Et une de mes grandes séries, c'était Fantomette, qui était pour moi un personnage. Je l'ai surtout compris, je l'ai recompris après, en le relisant à l'époque où ma fille avait l'âge de le lire. En revoyant La tête de Fantomette, j'ai réalisé à quel point elle avait pu m'inspirer. Parce qu'en fait j'ai un peu la tête de Fantomette en vrai. Puis c'est une héroïne positive, bonne en classe, sympathique. Hyper indépendante, qui résout les énigmes, les problèmes, etc. Bricoleuse, elle a toujours son petit couteau, elle fait plein de choses avec. Et puis en fait, physiquement, je crois que je ressemble un peu à Fantomette. En vrai, j'ai un peu les mêmes lunettes, j'ai les mêmes couleurs. Je sais pas d'où ça vient, mais effectivement, j'adore le jaune. Elle est habillée en jaune, elle a un pompon noir, elle a une cape. J'ai fait beaucoup de projets avec des capes. J'ai fait beaucoup de projets avec des cols. Elle a un col. Bon, il y a d'autres choses, en fait, je me suis rendu compte après dont je me suis intériorisé et qui te renvoient à cette lecture. Ouais. Et ces lectures, c'est aussi des lectures, évidemment, qui font cheminer l'imaginaire. Il y a quelque chose que tu dis que je trouve très joli, de la responsabilité de ton métier, c'est de créer des tremplins vers l'imaginaire. J'adore cette formule, j'aimerais t'entendre en dire encore plus sur cette ouverture. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'on soumet une forme, on peut choisir le monde dans lequel on vit en fait. Donc on peut choisir de vivre dans un monde d'outils où rien ne renvoie à rien, où les formes répondent à des fonctions et sont optimisées pour ces fonctions. On peut choisir dans un monde de signes absolus où tout est signe et du coup voilà. Et on peut aussi se dire que on peut doser et suggérer plutôt qu'indiquer et proposer en fait sur un chemin des moments d'extrapolation, je dirais. Et c'est vrai que moi je trouve que souvent le mouvement d'un objet ou tous ces petits moments où même les feuilles d'un arbre qui bougent ou un rayon de lumière qui vibre, etc., des moments qui nous happent et qui pendant quelques secondes on peut être pris par cette contemplation. Et j'ai essayé de reproduire ça pas mal dans mes objets en fait, sans le vouloir complètement, mais je me suis rendu compte que ces mouvements, par exemple ma lampe Vertigo, elle a un tout petit peu ça. Elle bouge un tout petit peu, ou alors des objets qui suggèrent le mouvement, ou des objets qui suggèrent un peu une appropriation, ou en tout cas une existence. Donc ils sont à mi-chemin entre l'abstraction et la figuration. Donc à chaque fois que c'est un peu trop abstrait, je remets, non pas de la figuration, mais en tout cas des signes, des très légers signes. Chaque fois c'est trop signifiant, en fait, j'en enlève, pour pas dire ce que c'est. Mais en revanche, j'essaie d'ouvrir plein de chemins vers l'imaginaire. Et j'aimerais vraiment, quand on voit les objets, que du coup on ressente ça. Et on m'a dit aujourd'hui encore, d'une scénographie que j'ai faite à Fontevraud, que les gens étaient sensibles à l'espace parce que du coup ils trouvaient que tout était extrêmement doux et qu'on avait une forme d'intimité avec les œuvres, etc. Et c'est vrai que je pense qu'avec les formes, avec les volumes, et moi je pense que le volume c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup,
on arrive en fait à transmettre des sensations, et notamment en scénographie, mais aussi avec les objets. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on a envie de caresser l'objet? Est-ce qu'on n'a pas envie de le caresser? Est-ce qu'on a envie de le regarder dans un sens, dans un autre? Est-ce qu'il dit la même chose? En fait, toutes ces petites indications nous emmènent en fait, et j'aime à penser que chacun y trouve quelque chose. Donc il y a des images communes, et après il y a des images particulières, et j'aime bien quand les gens me disent des choses contradictoires à propos des objets, mais qu'ils y voient quelque chose. Et c'est ce que tu fais aussi comme travail quand tu travailles avec des danseurs, par exemple, ou tu travailles sur des scénographies plutôt de spectacle encore. Là, c'est une autre expérience encore, puisque là, il y a un dialogue avec un artiste, un plasticien. Alors, j'aime beaucoup ces moments en fait, de collaboration, mais c'est des moments où, qui sont à la fois plus difficiles et plus faciles, au sens où je ne suis pas la seule, on n'est jamais seul, hein, quand on est designer, on est toujours avec un éditeur, etc. Mais là, tout à coup, on est en co-création, et quand même, je suis au service de la danse. Donc ça, moi, j'essaie de jamais l'oublier, et donc souvent aussi, le chorégraphe, il faut qu'il soit à l'aise avec le fait qu'on va mettre un décor qui peut bouger, pas bouger, ne jamais prendre le pas, et en même temps être présent. Et cette espèce d'équilibre-là, je trouve assez intéressant, et on peut suggérer d'autres choses, et puis surtout dans des moments où... un truc idiot, mais genre sortir de la scène, revenir dans la scène, l'enchaînement des tableaux, en fait le décor aussi est là pour aider cet enchaînement, ou pour attirer le regard. C'est un peu la prestidigitation en fait, hein. Moi j'ai fait mon mémoire sur la surprise et sur l'illusion en fait, et c'est vraiment un truc de tac, j'attire votre regard là, puis en fait on fait ça. Et quand on réfléchit bien à mon travail, il y a beaucoup de choses qui sont autour de l'illusion, ou de la surprise, ou de la prestidigitation, et c'est vrai que en ça, le spectacle m'intéresse beaucoup. Ouais. Autorise ça. Ouais. Ok. Peut-être, donc tu as reçu la flamme de ton grand-père, et puis de tes lectures. Quelle est la flamme que toi tu aimerais faire briller aujourd'hui? En fait, je pense que ce que j'aimerais transmettre, notamment aux jeunes créateurs, ou quoique je me sente assez jeune, mais non, mais j'aimerais qu'on se transmette tous le désir de changer le monde un peu. J'aimerais qu'on soit jamais rassasié par l'amélioration, ça veut pas dire faire plus, ça veut dire faire à chaque fois mieux en fait, mieux comprendre les enjeux. Je trouve qu'il y a quand même, moi je suis un petit peu quand même parfois oppressée. Alors j'ai appris à gérer le rapport au monde extérieur, hein, mais par la folie parfois même de la laideur, ou toutes ces choses qu'on fait en permanence qui riment à rien, qui servent à rien, et qui nous encombrent visuellement en fait, et qui pèsent aussi, et qui nous encombrent rien que physiquement en fait. Et je pense que les designers, ils ont quand même une responsabilité qui est celle de rendre les choses meilleures et plus précises, plus justes, moins plus aimables. Plus aimables et moins superficielles aussi. La futilité a parfois son intérêt, et je pense qu'on a besoin de ces endroits de futilité, mais quand même la justesse. Je suis parfois perturbée par des marques qui proposent énormément de choses sans se préoccuper de savoir si c'est juste ou pas de les proposer juste pour des raisons purement commerciales. Et on a tous besoin de vivre mais je pense que oui, j'aimerais transmettre ce désir de créer, ce désir de changer, le travail qui va avec, la nécessité d'être dans le détail, l'exigence. Voilà. Et il y a une valeur aussi qui me semble te tenir à cœur, c'est la délicatesse. Ah oui, ça c'est vrai. Je trouve que c'est un mot splendide en fait. La délicatesse, et c'est un mot qu'il faut dire avec force en fait. Ouais. Je pense que quand on s'excuse... Comme Fantomette. Voilà. Et quand on s'excuse de parler de délicatesse, on peut avoir perdu. Quand on tape du poing sur la table et qu'on dit en fait je veux de la délicatesse, là on peut gagner. Néanmoins, je considère que mon boulot aujourd'hui, c'est de faire le chasse-neige, d'être cette personne qui tape du poing sur la table, et de faire le chemin en fait, pour que plus tard la délicatesse n'ait pas besoin d'être imposée. D'être justifiée. Quoi que ce soit. Et que ce soit vraiment une aspiration. Et aujourd'hui, pour faire pousser une fleur des champs, on a besoin de la protéger énormément.
peut-être que demain, et on a besoin de faire un gros ménage autour, etc., pour pouvoir montrer qu'elle a la force de vivre seule. Enfin, je parle c'est une métaphore d'objet en fait. Hein. Et je pense que plus tard, j'aimerais que les personnes qui prennent le relais de ce travail n'aient pas besoin en fait de faire ça. Moi, j'ai l'impression de déployer beaucoup plus d'énergie pour faire passer des projets délicats. Et que s'ils étaient peut-être moins délicats, ils auraient plus de chances de passer sans cette énergie. Mais que il faut beaucoup de force pour faire passer la délicatesse, et j'aimerais que la délicatesse passe sans force. Et peut-être aussi à cette délicatesse, toi tu l'as dit tout à l'heure, tu as une façon de résoudre les choses avec une attention particulière à la technicité, à la mathématique de l'objet. C'est peut-être ça aussi qui caractérise ton travail, c'est-à-dire que c'est à la fois des objets doux, agréables, délicats, mais dont la structure elle-même sous-tend leur puissance. C'est vrai que moi je cherche ça, hein. Je cherche à avoir à la fois rigueur et fantaisie. Enfin, souvent j'aime bien parler en oxymore, mais du coup c'est la rigueur et la fantaisie, c'est à la fois le sérieux et l'humour en fait, la force et la délicatesse. Très souvent on le voit même dans mes objets, il y a beaucoup cet équilibre là que je recherche et je mets des lignes de tension très fortes pour pouvoir laisser quelque chose de plus organique, par exemple, naître. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive à résoudre, parce que il n'y a pas de place vraiment pour une légèreté absolue ou pour une délicatesse pure. Il y a la place pour quelque chose qui la protège aussi dans les objets eux-mêmes. Et oui, c'est vrai que c'est une lutte c'est un peu de haute lutte, mais j'aime bien cette synthèse. Je crois que ce qui fait que je suis un designer qui aime son travail, c'est que j'ai toujours été quelqu'un d'assez synthétique. En fait, j'aime bien avoir plein de choses et à travers ça, essayer de voir clair. Et ça, c'est vraiment, même quand je me souviens, quand j'ai commencé en prépa, la matière la plus forte que j'avais, bon, j'étais pas mauvaise en maths, mais on sait ce que c'est qu'arriver en prépa, on a tous 3/20 partout, en fait, le temps de se remettre à flot. Et le seul truc où j'étais genre tout de suite, immédiatement forte, synthèse. Ah ouais. Et en fait, je sais que c'est un truc... En prépa, il y a une discipline qui s'appelle synthèse. Ouais, c'était synthèse de texte. Ah oui, d'accord. T'es en prépa littéraire Non, j'étais en prépa HEC. Ah oui, d'accord, prépa HEC. Et il y avait un truc qui s'appelait synthèse de texte. Ouais. Et en fait, c'était le seul truc où j'avais la meilleure note. Ouais. C'était très étrange parce que je m'étais jamais dit que j'étais bonne en synthèse. Mais je crois que c'est plutôt quelque chose qui est... Et c'est vraiment le travail du designer. Oui. La synthèse, c'est vraiment le travail du designer. C'est un moment où on travaille avec plein de gens différents et on fait la synthèse en fait par la forme, par la pensée, etc. Et je ne l'avais jamais perçu avant. Je croyais que j'étais plutôt pas mauvaise en français en fait, mais je crois que c'est vraiment pas ça. C'est plus l'idée de la synthèse qui est un truc qui me plaît beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas de problème à recevoir des briefs un peu complexes de plein de gens parce que au contraire, ça m'amuse, ça me fait voyager. Ça te stimule. Voilà, exactement. Ouais. En fait, moi, quand on me parle, je vois des images. Donc, je vois plein d'images, ça me fait voyager. Je me dis ça. Hop, je prends le truc et puis tout à coup, tac, je sais où je vais. Et là, j'y vais. Mais tous les gens qui me disent alors, le brief est pas trop compliqué, pas trop machin, pas trop truc. En fait, je dis mais au contraire, quoi. Au contraire, je sens que cette espèce de navigation dans la complexité. Pour arriver à flotter droit, en fait, c'est quelque chose que je sais à peu près faire. En fait, c'est vraiment le truc où je pense que... Et j'aime bien ça. J'aime bien ce défi, en fait, ça me plaît. Alors, quand je t'entends parler de ton approche, de ta façon d'associer rigueur et fantaisie, je trouve que ça a le mérite peut-être de donner une définition très claire de l'esprit français. Il me semble que ce fantasme qu'on emploie pour nous-mêmes, parfois, se résout tout de même dans ce rapprochement de la fantaisie et puis d'une structure derrière qui maintient tout de même tout ça tout droit, hein, la ligne droite dont tu viens de parler à l'instant. Est-ce que tu te sens latine, française, anglo-saxonne, ou est-ce que tu te situes dans cette sensibilité-là ? Je pense que tu as tout à fait raison. Je pense qu'on est vraiment, d'ailleurs, géographiquement, on est vraiment là, quoi. On est entre les anglo-saxons et les latins. Et je pense qu'on a vraiment ça. Alors après, moi, je ne m'étais pas posé la question avant d'entendre parler justement de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'essaye vraiment d'être à la fois, comme je te disais, dans la fantaisie, en même temps dans la rigueur. Et d'avoir un esprit critique aussi. Ça, c'est assez français.
d'être toujours dans une espèce d'humour un tout petit peu et en même temps de sérieux. Et puis aussi la désobéissance. Je pense que ça c'est aussi assez français. Alors moi je suis quelqu'un de très désobéissant. Et en ça je pense que je suis pas mal française. Ouais. J'essaye même, j'avoue, de l'enseigner à mes enfants. Le niveau de désobéissance suffisant pour pour quand même survivre dans cette société complexe. Et la nécessité de la désobéissance, en fait, vraiment de ne pas accepter, et ça c'est vraiment, je pense, presque un précepte d'artiste, en fait, de ne pas accepter le monde tel qu'il est, en fait. C'est pas parce que les choses sont comme ça qu'elles doivent être comme ça, en fait. Donc, et c'est pas évident à enseigner parce que, du coup, on a un peu quand même envie que ça roule et on n'a pas envie que tout soit remis en question en permanence, mais néanmoins, je trouve que ça demande un peu d'honnêteté intellectuelle que de se confronter à ça. Donc à des moments on se dit c'est comme ça et c'est tout. Mais parce qu'on a fait des raccourcis, etc. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez aux enfants, en vrai. On est quand même dans une école qui conforme, où on n'a pas le droit de dessiner à l'étude, où on n'a pas le droit de... Voilà, où le dessin est dénigré. Et je trouve ça encore assez triste, en fait. Le système français, pour ça, il n'est pas du tout... Il n'est pas du tout adapté. Moi, je pense que si j'ai fait des études aussi longues, c'est parce que j'étais bonne à l'école. Quand j'ai passé mon bac, je me souviens très bien, ma meilleure note, c'était en dessin. Et le prof qui rendait les trucs de bac, c'était celui qui avait surveillé l'épreuve de dessin. Et c'était un prof d'art plastique. Et il a dit tout de suite à mes parents, les voyant arriver, il faut qu'elle fasse un métier artistique. Puis il a vu mes notes, il fait « Ah non, je comprends ». Et c'était fini, quoi. Et il s'est dit « J'ai renoncé ». Et en fait... À ce moment-là, il a vu peut-être un intérêt pour la couleur, parce que j'avais mis beaucoup de couleurs, etc. Et finalement, je suis assez heureuse, je le recroiserai volontiers, hein, je serais heureuse de lui dire, en fait, vous aviez raison, mais il me fallait tout ce chemin pour comprendre que c'était là où j'étais la plus juste. Parce que c'est ça aussi, c'est trouver dans la société l'endroit où on est le plus juste. Et chirurgien, je suis sûre que j'aurais adoré. Je lis encore beaucoup d'épopées chirurgicales, j'adore ça, j'ai une passion pour la chirurgie de reconstruction. En fait, on fait un peu le même métier, c'est-à-dire on est toujours en train d'essayer de bidouiller, puis ça marche pas, et puis on recommence et on essaye, etc. Puis c'est exploratoire. Évidemment, il y a des choses qui sont très cadrées. Oui, et puis la place pour la fantaisie est peut-être un peu plus faible. Moins présente. Non, mais en revanche, la solution technique, elle est réelle, quoi. Et c'est vrai que, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la fantaisie, il n'y a pas la partie créative est un peu différente, on va dire. Oui, et puis il y a une charge mentale aussi qui n'est peut-être pas tout à fait la même. Oui, c'est clair. Quand on lit le Lambeau, on comprend bien que c'est pas très non, mais simple. le Lambeau, c'est typiquement un moment d'épopée chirurgicale où on se rend compte qu'en fait, on essaye, quoi. Ah, oui. Et on ne sait pas, et on n'y arrive pas, et c'est du bricolage. Évidemment, sans la partie négative qui est associée au bricolage, parce que c'est encore un truc où le bricolage, on considère que c'est pas positif, en fait. Mais le bricolage, c'est quelque chose de... au contraire. C'est une pratique d'amateur, au sens très positif du terme. Celui qui aime, celui qui aime faire. Ouais. Par rapport à... Tu as rêvé à un moment d'être chirurgienne, tu aurais voulu être fantomètre. Si tu as une baguette magique, demain, tu fais quoi ? Alors, j'aimerais bien dessiner la baguette, en vrai. J'aimerais dessiner la baguette parce que j'aime beaucoup les objets transitionnels, en fait. Enfin, tous ces objets qui permettent d'aller ailleurs. Comme je parlais du tremplin pour l'imaginaire, en fait, une baguette magique, c'est exactement ça. Et du coup, qu'est-ce que ce serait que la juste abstraction, la juste figuration d'une baguette magique ? Pourquoi ça doit être une baguette ? Ça ne peut pas être autre chose, en fait. Et du coup, se poser la question de l'objet baguette me semble presque plus intéressant que ce que j'en ferais. Parce que ce qui compte, c'est de la laisser aux autres aussi, en fait. C'est que chacun puisse avoir... J'aimerais inventer la baguette, ce serait plus marrant. J'avoue qu'aujourd'hui, là où je suis vraiment heureuse de ma pratique, c'est que je me rends compte que j'ai beaucoup rêvé. J'ai essayé d'amener des gens autour de moi au rêve aussi et de construire une équipe. Évidemment, je ne travaille pas toute seule. Et pour moi, la notion d'équipe est vraiment très importante parce que j'ai fait beaucoup de sport d'équipe, parce que j'ai passé ma vie en pension, que je suis plutôt quelqu'un de collectif en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à des projets où on a accès à des projets qui sont très symboliques. Et pour avoir tellement souffert de moments où les symboles, je les ai trouvés pas assez bien traités, avec légèreté, avec parfois violence, etc. Je trouve qu'on a le choix maintenant, la possibilité. Et c'est moi ce que j'aimerais faire dans tous les projets qui m'arrivent en ce moment et qui sont fabuleux. Là, je suis finaliste pour dessiner le mobilier liturgique à Notre-Dame. Je veux dire, on a des choses à dire qui peuvent être dites et qui vont être vraiment vues. Et on peut vraiment parler de délicatesse.
parler de douceur. On peut parler de l'autre en fait, parler d'un relais. Moi, un jour j'ai dessiné un trophée, c'était un bâton de relais. Je veux dire, pour moi, c'est des choses qui ont vraiment de la valeur. Et de pouvoir mettre une forme là-dessus et d'avoir la capacité aujourd'hui, à mon âge, d'accéder à ces concours et d'accéder à ce moment où je peux prendre la parole. Alors, j'ai pas encore eu la chance de gagner toutes ces compétitions, mais vraiment, je me dis, il y a quelque chose de très important à faire. Et c'est pas pour être vu ou pour ça, c'est pour pouvoir redire à quel point ces valeurs que je défends depuis longtemps, en fait, sont importantes et doivent être vues, en fait. On ne peut plus dessiner comme on a pu dessiner par le passé. On ne peut plus mettre de la violence dans les objets, on ne peut plus faire ça, en fait. Il faut absolument qu'on arrive à transmettre la délicatesse, l'être ensemble, le respect des matières. Et en fait, quand on fait des belles choses, bah, les gens respectent ces belles choses. Et je trouve qu'on vit dans un monde un peu trop, qui est négligé. Et il ne faut pas négliger les objets, il ne faut surtout pas négliger les personnes, c'est le plus important. Et à travers les objets, parfois, on peut dire beaucoup de choses. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a des objets qui me tiennent à cœur. Et j'aimerais pouvoir vraiment pouvoir le faire, quoi. J'aimerais qu'on puisse se demander pourquoi on fait ces choses. Et quand on a accès comme ça aussi à une visibilité, ben, on peut dire des choses. Quand on n'a pas accès, ben, on s'épuise, en fait. Et on laisse parfois la parole à d'autres pour qui ces valeurs-là sont moins importantes. Et où ce sont des valeurs d'ego ou de machin. Et ça m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les choses restent et qu'elles disent quelque chose de fort, quoi. Et toi, tu as trouvé peut-être, puis on va sans doute conclure là-dessus, un écosystème où ta parole est entendue, respectée ? Je sais pas, tu penses à quel écosystème ? Non, en fait, tu travailles pour des institutions, pour le ministère de la Culture. J'ai le sentiment que ce que tu évoques là est tout de même de plus en plus partagé. Oui. Donc c'est tout de même des portes qui s'ouvrent dans cette direction. Oui, et puis je pense qu'on est à un moment où nous aussi, femmes créatrices, on a un peu plus d'écho, où c'est plus facile du coup de faire parler ces valeurs qui sont autour du sensible et de l'universel. En fait, je pense qu'aussi faut arrêter de mettre en opposition en fait, les valeurs de chacun. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui s'intéressent à mon travail, qui suivent, qui écoutent. Alors il y a beaucoup de voix, de toutes les façons. Moi je suis une toute petite voix parmi d'autres, mais c'est vrai que je me rends compte quand je regarde un petit peu, quand je fais une exposition par exemple et que je regarde mon travail tout au long de ces années, que oui, il y a quand même une petite voix qui s'est inscrite là et qu'on a la chance d'entrer chez les gens aussi. C'est-à-dire que vraiment, je pense à ma lampe Vertigo, j'ai quand même la chance d'avoir un objet qui a amené de la délicatesse chez beaucoup, beaucoup de monde. En fait, c'est un objet qu'on voit partout et c'est un objet qui est jamais intrusif, toujours délicat. Alors, on peut dire le style, pas le style. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est aussi la bienveillance de cet objet qui est là, qui est agréable à vivre, qui apporte une légèreté et qui a en même temps une présence. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on cherche, en fait, tout ce que je cherche à faire et se trouve un peu dans cet objet. Et c'est vrai que de pouvoir le montrer à travers quelque chose qui fait pas 500 grammes, parce qu'on parle de ça en fait, c'est quand même super. Je pense que c'était un peu un coup de chance. Finalement, j'ai eu de la chance de dessiner ça. Je me suis pas dit tiens, je vais dessiner ça en fait. J'ai dessiné ça et c'était là. Mais oui, c'est vrai que du coup, je pense qu'on peut rentrer avec délicatesse et on a la chance d'être grand public. Moi, je fais des objets vraiment que j'essaie de faire abordables. Je me bats beaucoup en fait pour que ces objets soient abordables. Et oui, je me bats pour ça. Mais c'est vrai que je vois ça vraiment comme une bataille. Je ressens vraiment l'idée de... Oui, je me sens un peu comme un moine du design et que je prêche pour des valeurs qui sont particulières, qui sont assez inclusives, où on essaye de faire des objets pour tout le monde, qui traversent à la fois les styles, les origines, etc. Enfin, je trouve que vraiment, typiquement, cet objet Vertigo, il va dans un intérieur contemporain, dans un intérieur plus ancien. Mais oui, j'essaie de défendre ça. C'est plus difficile à défendre que de faire des objets très chers pour des gens très riches. Ça, c'est sûr que c'est une autre histoire. Et c'est pas la voie que j'ai choisie. Merci Constance. Voilà, merci Gilles. Merci beaucoup.